Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Mindset Croissance. Aujourd'hui, on est seulement Mathieu et moi pour vous parler de nutrition. Donc, on va parler de glucides. Dans le dernier épisode, on avait parlé de la balance énergétique, des macronutriments de manière plus générale. Là, on va vraiment aller plus en profondeur dans les glucides. Donc, d'abord, on va commencer par pourquoi il faut manger des glucides. Après ça, on va venir présenter différents types de glucides. Ensuite, les sources de glucides dans notre alimentation. Et finalement, on va démystifier certains mythes autour des glucides, entre autres en lien avec les édulcorants et les sucres. Ça va bien, Mathieu, aujourd'hui? Yes, sir, toi, William. Ben oui, number one, number one. Grosse journée à l'hôpital Châteauguay. Ah oui, grosse journée. On est là tous les jours. Time to shine. Avec moi, j'ai été chanceux aujourd'hui, c'était une journée de congé, fait que j'ai pu en profiter pour prendre mon temps, me faire à manger chez moi, aller m'entraîner, préparer mon stock de camping parce que je m'en vais en voyage de camping la semaine prochaine, pas mal hâte. Fait que, ouais, petite journée relax. Fait que, on peut commencer ça tout de suite, mais avant de parler de glucides, j'aimerais ça faire un petit retour euh, à- au dernier épisode qui était centré sur la nutrition pour vous réexpliquer un petit peu rapidement la balance énergétique là, qu'on a vu. Dans le fond, la balance énergétique qui vient définir, dans le fond, la façon que notre corps utilise l'énergie qui est dans les aliments qu'on consomme. Fait que on a la fameuse règle du calories in, calories out, donc les calories ingérées, absorbées et les calories qu'on dépense. Donc, quand on atteint un équilibre à ce niveau-là, eh bien, habituellement, notre poids se maintient dans le temps. Si on a plus de calories ingérées, absorbées que de calories dépensées, notre corps est capable de stocker ces calories-là sous la forme majoritairement, grande majorité de lipides. Donc, on accumule du gras corporel. Puis, si à l'inverse, on se trouve dans où les calories out sont plus grandes que les calories in, donc on va devoir utiliser nos réserves d'énergie qui sont stockées. Donc, c'est à ce moment-là que les gens vont perdre du poids, perdre du gras. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent influencer les calories in, calories out. Majoritairement, les calories in, ça va dépendre de la quantité de nourriture qu'on mange. Souvent, l'appétit va affecter ça, parce que si quelqu'un qui a plus d'appétit va manger plus. Également, la composition de qu'est-ce qu'on mange, s'il y a plus de fibres, ça peut affecter. Si on a des problèmes de digestion, d'absorption, malabsorption, ça peut affecter ça aussi. Aussi, si on essaye de calculer qu'est-ce qu'on mange, la quantité de calories, si on calcule pas bien nos affaires, on mesure pas bien, ou si on se fie aux étiquettes, aux étiquettes commerciales, des fois, c'est pas tout à fait exact. Donc, ça peut faire qu'on a l'impression que l'équation ne fonctionne pas, mais c'est impossible que cette équation ne fonctionne pas parce que c'est juste la science, la chimie de base, que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, s'il y a de l'énergie qui rentre quelque part, il faut que l'énergie ressorte d'une certaine façon. Ensuite, quand on regarde les calories out, donc la dépense énergétique, il y a plusieurs éléments, quatre principaux éléments dans le fond qui vont faire ce côté-là de l'équation. Premièrement, la plus grosse partie, en général, ça va être la dépense énergétique de base, là, le metabolic basal rate. Donc, ça, c'est juste l'énergie qu'on dépense à tous les jours, à tous les moments de chaque journée pour maintenir toutes nos fonctions vitales en vie. Donc, notre cœur qui bat, nos poumons qui respirent, euh, toute l'énergie qui est dépensée par notre corps pour nous maintenir en vie. Ensuite, on a la thermogenèse de la nourriture. Donc, pour être capable d'aller chercher l'énergie dans la nourriture qu'on mange, il faut investir une petite quantité d'énergie pour aller digérer ces aliments-là, pour ensuite aller chercher la nourriture, mais ça dépense un petit peu d'énergie. Ensuite, et finalement, on a l'activité physique qui vient dépasser de l'énergie. Euh, Dépendamment des gens, si quelqu'un fait beaucoup de sport, beaucoup d'activités physiques planifiées, ça peut prendre une grande partie de la dépense énergétique, parfois une plus petite partie pour quelqu'un qui est sédentaire. Puis, il faut aussi considérer que l'activité physique qui est non planifiée, souvent on va appeler ça le NEAT, qui nous vient de l'anglais. Donc, on dit le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Puis, ça peut également beaucoup varier, là.
dépendamment de qu'est-ce qui se passe. Donc, souvent, les gens qui commencent à essayer de réduire leurs calories pour perdre du poids, le corps va répondre en donnant des symptômes de fatigue à la personne, ce qui va faire qu'elle va moins bouger, moins marcher, moins gigoter, etc. durant la journée. Donc, ça va être une adaptation du corps pour essayer de sauver les calories, sauver l'énergie. Fait que ça peut être un exemple du NEAT. Au contraire, quelqu'un qui mange un petit peu plus que qu'est-ce qu'il a besoin, des fois, le corps va être capable d'augmenter le NEAT, donc ça va augmenter la dépense énergétique. Vu qu'on a plus de calories, plus d'énergie qui rentre, on va être capable de dépenser un petit peu plus d'énergie qu'autrement. Puis ça, comment le corps est capable de s'adapter à ça, c'est entièrement très génétique. Fait que ça va dépendre des gens par rapport à ça. C'est-tu un pas pire résumé, William? Oui, c'est numéro un. Avant qu'on débute cet épisode-là, je vous invite tout le monde à aller vous abonner sur Spotify, nous donner un 5 étoiles. Vous pouvez aller également vous abonner sur YouTube. On met notre podcast aussi en audio et en vidéo sur YouTube. Vous pouvez aller nous mettre un j'aime sur nos vidéos sur YouTube. Vous pouvez aller aussi vous abonner sur notre page YouTube. Et donc maintenant, on est-tu prêt à débuter, Mathieu? Je pense qu'on commence ça, là. La balance énergétique, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Puis, on a vu aussi, à la fin, les macronutriments. Puis, les macronutriments, dans le fond, c'est les nutriments qui sont dans les aliments qui vont nous offrir de l'énergie. Fait que c'est vraiment dans ces aliments-là, ces nutriments-là qu'il y a l'énergie. Là, on a les macronutriments puis les micronutriments. Les micronutriments, ça va être les vitamines et les minéraux là, en général. Donc, qui sont super importants pour le fonctionnement normal de notre corps, pour être en bonne santé. Mais les macronutriments, c'est vraiment les molécules qui contiennent de l'énergie, puis qui vont nous permettre, c'est ça, là, de survivre, puis de pouvoir vaquer à nos activités quotidiennes, etc. Donc, les trois principaux macronutriments, ça va être les protéines, les glucides et les lipides. Euh, on avait vu la semaine passée que les protéines, c'était 4 kilocalories par gramme, les glucides, c'était 4 kilocalories par gramme, puis les lipides, c'était 9 kilocalories par gramme. Également, je me souviens plus si on l'avait mentionné, l'alcool est un autre, un peu on pourrait dire un macronutriment, parce que chaque gramme d'alcool contient également des calories. Puis à ce moment-là, ça va être 7 kilocalories par gramme pour chaque gramme d'alcool. Donc à considérer parce que souvent les gens, quand ils consomment de l'alcool, ils se disent ah, faut que je fasse attention aux glucides, faut que je fasse attention au sucre. Mais l'alcool en tant que tel contient également des calories, donc il faut faire attention à ça aussi si on est pour consommer une grande quantité d'alcool. Donc, ça peut être utile de comprendre la composition en macronutriments des aliments qu'on consomme de façon quotidienne pour être capable d'avoir une alimentation qui est équilibrée, puis qui va nous permettre, dépendamment si on est sportif, de pouvoir carburer nos entraînements, si on veut préserver notre masse musculaire, si on veut avoir des gains en masse musculaire, de considérer les protéines aussi, ça va être important. Puis également les lipides, parce que sont essentiels au fonctionnement de notre corps. On veut en avoir une quantité assez élevée. On veut aller rechercher des bonnes sources de lipides. Ça, on va en parler dans un prochain épisode. Mais également, on ne veut pas avoir trop de lipides non plus. On ne veut pas avoir trop de calories, trop de macronutriments en général, parce que là, ça vient nous amener dans de la toxicité énergétique, une accumulation de gras supplémentaires qu'on n'a pas nécessairement de besoin. Puis on s'est bien connu que cette accumulation-là de lipides corporels supplémentaires, mais ça vient causer des problèmes de santé dans le futur. Vraiment. Puis là, on va parler aujourd'hui des glucides plus spécifiquement. Tu as parlé d'activité physique. Tu sais, on a fait un épisode complet là, sur la nutrition à vélo. Là, dans le fond, mais on a parlé beaucoup de glucides. Donc, le glucide, ça va être le carburant numéro un pour les sportifs. Là, vraiment, là, tu sais, les protéines, oui, c'est important. Les lipides aussi. Mais quand on fait du sport, là, c'est pour ça là, qu'on va prendre du Gatorade, par exemple, avec du sucre. C'est vraiment ça, notre carburant numéro un qui va être capable d'être utilisé rapidement. Exact. Puis même plus que ça, c'est on va utiliser des gras, des glucides, mais plus que l'entraînement il va être intense, plus qu'on va utiliser plus de glucides par rapport aux lipides. Puis quand on est dans un effort maximal, c'est que des glucides qu'on utilise. Puis également, notre réserve de glucides est pas très grosse dans notre corps, dans nos muscles, dans notre foie majoritairement. Donc, puis c'est pas comme
c'est pas comme une tank à gaz dans ton char que le char roule aussi vite qu'il peut tant qu'il y a du gaz dans le char. Les glucides, le glycogène dans notre corps, ben, ton corps est capable de détecter quand la réserve est en train de baisser. Donc, tu sais, par exemple, si je suis à 70% de mes réserves, mon corps le sait, puis ça va venir affecter ma performance parce qu'il se dit, hey, je suis en train de perdre du glycogène, là, il faudrait que je ralentisse un peu parce que, tu sais, je suis à risque de n'en manquer. Puis, plus que tes réserves de glycogène descendent, plus que ta performance elle va être affectée. Donc, c'est pour ça que supplémenter en glucides, là, quand on fait beaucoup de sport d'entraînement, ça va être pertinent pour améliorer la performance. Également, le bien-être pendant qu'on fait notre sport, parce que des fois, les signaux que notre corps y envoie là, pour diminuer notre performance, ça rend l'expérience un peu moins le fun. Fait que je sais pas si tu voulais commencer, Mathieu, là, dans quel type d'aliments on va retrouver ça, des glucides principalement, là? Ça, dans le fond, les glucides, là, c'est pour la plupart des gens, là, c'est dans les glucides qu'on va aller chercher la plus grande quantité d'énergie de notre alimentation. Puis les glucides, ça vient des aliments végétaux. C'est très, très rare là, d'avoir des aliments qui viennent du règne animal, là, qui vont contenir des glucides. Là. Ça, s'il y en a, ça va être vraiment, vraiment une petite quantité, ou ça va être, par exemple, dans de la viande marinée, où on est venu ajouter une sauce qui contenait des plantes, comme, puis, tu sais, mettons, une marinade sucrée, là, on va avoir des glucides, mais ça vient du sucre qui vient de la plante et non de la viande en tant que telle. Fait que ça va être vraiment des aliments végétaux, là. Tu sais, en général, quand on parle de fruits, quand on parle de légumes, quand on parle de grains céréaliers, des légumineuses, ou même des sucres simples comme du sirop d'érable, du miel, du sucre blanc, la cassonade, etc. Donc, ça va être vraiment les sources de glucides dans notre alimentation. Les glucides, dans le fond, ils sont pas nécessairement essentiels à notre survie, comme les protéines et les lipides le sont. Hein, les protéines, on sait, c'est essentiel parce qu'on a besoin des acides aminés pour remplir plein de fonctions de notre corps. On a également besoin des protéines pour nos muscles, pour maintenir notre masse musculaire, etc. Les lipides sont essentiels pour absorber les vitamines liposolubles, également pour faire plein de réactions chimiques dans notre corps, dont la formation des hormones, maintenir la fonction hormonale normale. Donc, ces deux éléments-là sont vraiment essentiels, mais comme vous avez sûrement pu voir déjà sur les réseaux sociaux en ligne, il y a beaucoup de gens qui font la diète keto, où est-ce qu'ils vont presque éliminer complètement les glucides qu'ils consomment dans leur alimentation. C'est pas nécessairement une approche que je vais recommander pour bien des gens de faire, mais en même temps, ça fonctionne à un certain point parce que les glucides sont pas nécessairement essentiels à notre survie immédiate. Bien sûr, les glucides, c'est des aliments qui proviennent des végétaux. Puis en général, on sait que les végétaux sont très bons pour promouvoir la santé à long terme, pour plusieurs raisons qu'on va pouvoir discuter dans cet épisode. Mais c'est ça, ils ne sont pas nécessairement essentiels. Par contre, c'est une source d'énergie qui est privilégiée pour le cerveau puis les muscles lors de l'activité physique modérée à intense, comme on l'a déjà mentionné. Par rapport à ça, Mathieu, comme tu viens de dire, là, pour activité physique modérée intense, la majorité des gens en ligne qu'on peut voir, là, même des spécialistes, des docteurs ou des nutritionnistes, je prends par exemple Paul Saladino, je pense qu'il s'appelle, là, qui a fait de la diète Alors, c'est keto. pas Ben, c'est pas un un expert, là. spécialiste bidon, là. Ouais, c'est un spécialiste de merde, on va le dire, là. C'est dit, on le dit ici, Paul Saladino, pas de référence. Mais c'est quelqu'un qui avait un certain following sur les réseaux sociaux. Lui, il a fait de la diète keto pendant un certain temps, je pense pendant un an environ. Puis à un moment donné, il est juste revenu à une diète normale qui était constituée également de végétaux parce que ça fonctionnait juste pas. Puis, tu sais, il y a plein de problèmes qui peuvent arriver avec ça si on consomme trop de lipides. Il y a certains gens que leur cholestérol va vraiment Mm. augmenter. Leurs marqueurs les marqueurs lipidiens vont vraiment être pas beaux. Là, les bilans sanguins, c'est vraiment pas beau. Également, pour ceux qui font de l'activité physique intense, je pense que c'était Joe Rogan, qui n'est pas nécessairement aussi une référence en nutrition, c'est un podcaster et non un nutritionniste, mais qui avait assis la diète, plus une diète carnivore, là, donc avec beaucoup moins de végétaux. Mais il dit à un moment donné, ça prend des glucides parce que quand tu viens pour faire des entraînements extrêmement difficiles, lui il fait du kickboxing. Donc, c'est des entraînements où ton VO2 max, il est vraiment, tu vas le tester au maximum. Il y a beaucoup d'intensité.
là, ça prend vraiment des glucides parce que sinon, là, tu n'es pas capable de passer au travers de tes entraînements si tu es un athlète. Donc, diète keto, ça a ses bons côtés, mais quand ça vient le temps d'avoir des activités physiques modérées à intenses, les glucides, c'est vraiment là, les rois là, pour ça. Là. Non, merci pour ton intervention, William. Puis c'est ça, tu sais, comme j'ai dit, la diète keto, la diète carnivore, etc. Oui, on peut pouvoir survivre là-dessus, puis ça va aller, mais comme tu dis, à long terme, l'effet que ça a sur les bilans lipidiques, nos marqueurs sanguins, pour plusieurs gens, je sais pas si ça affecte tout le monde de la même façon, probablement pas, mais c'est pas très beau à voir, là. Tu sais, c'est pas ce qu'on veut pour prévenir les maladies du cœur, etc. J'ai vu une affaire aujourd'hui, même au niveau de. Tu sais, on pense que le diabète, là, oh, c'est le sucre, nanana, mais moi, j'ai vu des. Dans le fond, c'était quelqu'un de carnivore, là, que là, il checkait ses marqueurs sanguins, puis même son hémoglobine glyquée, là, dans le fond, Hmm. qui représente un peu un marqueur, tu sais, pour savoir si t'es comme tu t'en viens pour être diabétique ou si même t'es diabétique, tu sais, il commençait à s'en aller vers le haut, donc tu sais, il y avait une résistance à l'insuline qui s'installait. Puis là, tu te dis, mais pourtant, il mange pas de glucides, il mange que de la viande. Mais justement, s'il mangeait beaucoup de gras saturés, ça peut être une cause là, vraiment de la résistance à l'insuline. Fait Hmm. que faire attention à ça. Fait que les glucides, c'est bon. Ça permet, en général, les gens qui vont manger des glucides versus qui vont être carnivores ou keto vont avoir plus d'énergie quand on va faire des entraînements plus intenses, là, ou des dépenses énergétiques plus grandes, ça va paraître là, qu'on a des glucides. Puis au niveau de la fonction cognitive, je dirais que ça dépend des gens. Il y en a qui disent que quand ils sont keto, ils ont les ketones, les cétones, puis qu'il y en a qui disent que ça va mieux, puis je suis mieux capable de mieux penser. Peut-être que si ça fait longtemps que tu es keto, puis tu es habitué à ça, possiblement que ça fonctionne. Mais en général, les gens qui consomment des glucides habituellement, quand ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mangé puis qu'ils commencent à avoir faim, c'est plus difficile de se concentrer à faire des tâches cognitives difficiles. Donc, à ce niveau-là, les glucides, les avoir dans notre alimentation, ça vient aider. Par contre, quand on parle de glucides, c'est assez large. Il y a plusieurs types de glucides, on va en parler. Puis également, quand on parle de glucides ou de type de glucides, c'est le fun de les connaître. En même temps, c'est aussi le fun de connaître c'est quoi les aliments qu'on consomme réellement dans notre alimentation, c'est quoi les glucides qu'ils contiennent, quel type de glucides, etc. Parce qu'au final, on va plus consommer des aliments que précisément un extrait d'un aliment qui va être seulement le sucre, seulement l'amidon, seulement la fibre, etc. Ça va arriver, mais en général, on va manger un aliment précis qui va contenir un ensemble de choses. Très bien dit, Mathieu. Tu commences avec. On commence avec les glucides simples. Ouais, les glucides simples, dans le fond, on va avoir des glucides simples, puis on va avoir des glucides complexes. Dans le fond, si vous n'avez pas de background en chimie organique ou en sciences, ou si vous n'êtes pas allé là-dedans au cégep, ou vous n'avez pas tant écouté au secondaire, ou c'est loin, ben, dans le fond, les glucides, à la base, c'est quand on va parler de glucides simples, on va avoir des disaccharides et des monosaccharides. Là, sûrement, ce mot-là, ça vous dit absolument rien. Mais dans le fond, c'est un groupement euh, avec des atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, etc. Puis dans le fond, ça va être comme un petit bloc, mettons un petit bloc Lego. Fait que quand on va parler d'un sucre simple, d'un glucide simple, ça va être soit un bloc Lego ou deux blocs Lego qui sont collés ensemble. Euh, Les glucides simples, dans le fond, aussi appelés les sucres, là, tous les sucres dans notre alimentation, ça va être des sucres simples. Souvent, comment on va les reconnaître, c'est que quand on va les manger, on va avoir un goût sucré sur la langue. Donc, souvent, quand ça goûte sucré, il y a des chances que c'est un glucide simple qu'on est en train de consommer. Également, notre corps, pour assimiler les glucides, il va devoir séparer les blocs Lego un de l'autre pour pouvoir les absorber dans le sang un à un. Ben, avec les sucres, les glucides simples, c'est facile parce qu'il y a soit un bloc qui est déjà tout seul ou c'est deux blocs, donc il suffit de les séparer en deux, puis on peut tout de suite l'absorber. Donc, ça va être vraiment une source d'énergie qui va être rapidement et facilement assimilée par le corps. Ça va être venir rapidement nous donner de l'énergie. Donc, c'est pour ça que quand on parle de performance sportive, pendant un effort, prendre des sucres simples, ben ça va être bien parce que le corps n'a pas besoin de travailler fort pour les assimiler, ça vient rapidement,
Puis là, on peut continuer notre performance sportive avec l'énergie qui nous arrive tout de suite. Euh, dans le fond, on a déjà parlé, mais des exemples de sucre simple, quand on dit sucre blanc, cassonade, sucre de canne, sirop d'érable, miel, également les jus de fruits, ça va être la grande majorité des sucres simples, les boissons gazeuses sucrées, les boissons pour sportives comme Gatorade, Powerade, etc. Ça va contenir des sucres simples. Souvent, on va entendre les gens parler puis dire ah, un sucre naturel, c'est meilleur pour la santé. Tu sais, le sucre d'érable, le sirop d'érable, c'est meilleur que le sucre blanc. En réalité, un sucre, c'est un sucre. Tu sais, quand on regarde la molécule de sucre, c'est pareil. Il y a des glucides simples un peu différents. Tu sais, par contre, par exemple, tu vas avoir le sucrose, que ça va être glucose et fructose. Il y en a que ça va être juste du fructose. Dans le lait, tu as un sucre, que ça va être du galactose avec du sucrose, en tout cas. Fait qu'il y a des petites différences à ce niveau-là, mais au final, chaque gramme de sucre, c'est une gramme de glucides, ça contient 4 calories par gramme. Ça va avoir les mêmes propriétés dans notre corps, on va l'absorber rapidement, etc. Ça change rien. La seule affaire qui peut changer, c'est si le sucre se retrouve dans un aliment particulier, puis que cet aliment-là a d'autres caractéristiques qui peuvent faire que il y a un bonus au niveau de la santé, au niveau de la nutrition. Hmm. Donc, je sais pas Non. si tu veux faire un commentaire, William. Oui, oui, c'est exactement ça. Tu sais, du sucre, ça reste du sucre. Là, tu sais, au final, les gens vont peut-être dire ah, le sirop d'érable, c'est meilleur. C'est une question que mon père m'a déjà posée. Puis là, je suis comme, ben, tu sais, le sirop d'érable, ça reste du sucre. Puis là, la différence avec le sucre blanc, si tu regardes sur l'étiquette nutritionnelle, c'est peut-être juste que le sirop d'érable, il y a du potassium. C'est peut-être la seule différence que je verrais. Puis je pense pas qu'il y a de potassium dans le sucre blanc. Ouais, tu sais, mettons le sirop d'érable, euh, c'est ça, t'as un petit peu des petits électrolytes de plus que t'aurais pas dans le sucre blanc. Puis, tu sais, étant donné que c'est moins raffiné, tu sais, ça vient directement de l'arbre, ça se pourrait que t'aies des genres de polyphénol ou tu sais, comme un peu des antioxydants. Je sais pas si c'est vraiment des antioxydants, mais tu sais, des micronutriments là, qui viennent de l'arbre d'érable, tu sais, de plus, qui pourraient potentiellement être un petit bonus pour la santé. Hmm. Sauf que faut comme pas oublier de considérer que oui, ça va peut-être avoir un petit impact de quelque chose minuscule, mais avant ça, il faut considérer, oh, moi, je me fais des crêpes, puis je me mets plein de sirop d'érable dessus, puis que là, ça rajoute énormément de calories à ce repas-là, puis c'est pas des calories qui vont me soutenir vraiment longtemps, puis après ça, je vais avoir faim 3 heures plus tard pour manger plus, puis que après ça, je mange plus de calories au complet dans ma journée, puis que là, je garde ces habitudes-là de vie pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, puis là, j'accumule plus de graisse sur mon corps, ben ça, c'est vraiment un problème au niveau de la santé là, à court, ben plus moyen, long terme, là, on pourrait dire. Alors que le sirop d'érable, tu sais, le petit peut-être bénéfice de plus que j'avais avec tu sais, mes petits nutriments peut-être qui sont bons. Tu sais, c'est sûr que si tu me disais, OK, mes calories sont contrôlées, tu sais, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, puis on isole vraiment juste sucre blanc versus sirop d'érable, peut-être que sirop d'érable dit une petite affaire de plus, genre 0,005% meilleur, mais comme en général, le sucre, c'est vraiment pareil. La plus grosse différence, ça va être vraiment, tu sais, si, mettons, je mange une pomme, par exemple, dans ma pomme, j'ai du sucre, versus si je vais prendre, tu sais, juste des bonbons. Ben, tu sais, les bonbons, à part tu sais, il y aura du sucre qui vont m'amener des calories. À part ça, c'est comme de la gélatine, puis un peu des colorants, puis des petites saveurs artificielles. Fait que ça m'amène pas grand-chose, tandis que ma pomme, elle va m'amener le sucre, donc l'énergie, mais également, il va y avoir des fibres, qu'on va en parler un peu plus tard, que ça pourrait être bénéfique. Euh, puis tu sais, ça va être dans une genre de matrice alimentaire qui va être un petit peu plus difficile à digérer. Donc, ça va être une énergie qui va être un petit peu plus répartie dans le temps. Ça va pas être un rush de sucre tout de suite là. Puis ça va peut-être m'amener plus de satiété que juste des bonbons tout seul, là, étant donné que, tu sais, il y a les fibres, mais il y a également juste le fait que manger une pomme, c'est plus concret un peu que des bonbons. Tu sais, il faut vraiment
tu croques la pomme, faut que tu la mâches, c'est compliqué, tandis que les bonbons, là, Mm. c'est fini, ça passe. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments là, en lien avec la satiété par rapport à ça. Mais tu sais, si, mettons, tu me dis, ah, ben là, j'ai pris un jus de fruits, fait que là, c'est le sucre du fruit, fait que c'est meilleur. Ben, oui, mais, tu sais, c'est, encore une fois, tu sais, t'as pas toute l'expérience comme moi qui mange ma pomme, tu sais. Oui, tu vas avoir des vitamines de plus, puis des minéraux de plus que j'aurais pas juste dans, si j'avais mis du sucre blanc dans de l'eau, par exemple. Mais, tu sais, encore une fois, c'est limité, là, quand on parle de bénéfices au niveau de la santé. C'est sûr que si genre, c'est les seuls nutriments de fruits que tu as dans ta journée, ben c'est sûr que ça va être mieux. Mais en même temps, je dirais, tu sais, manger ta pomme, ça va t'apporter vraiment plus, tu sais, au niveau de ta satiété, au niveau des fibres. Fait que, tu sais, le sucre, finalement, il va avoir le même effet. Dans ton jus, tu vas le prendre, tu vas l'absorber super vite, puis de ton corps va être genre, OK, on passe à autre chose, je veux autre chose, tu sais. Tandis que la pomme, c'est plus une expérience, c'est plus digestion, tu croques, il y a quelque chose qui se passe, là. Mm. Tu devrais être porte-parole pour les pommes du Québec. Plus toi qui manges une grosse pomme, plus c'est écrit genre vivez l'expérience pomme. Ça serait juste malade. Toi qui croques d'une pomme, le jus de pomme qui coule. Ça serait une bonne pub pour toi, je pense. J'avoue. Mais tout ça pour dire, vraiment, là, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que, tu sais, le sucre raffiné versus le sucre pas raffiné, tu sais, est-ce qu'il va y avoir une différence si je prends du sucre de canne ou du sucre blanc? Différence presque pas mal nulle. Vraiment, là. Tu sais, la seule raison pourquoi on dirait qu'un sucre naturel est meilleur, c'est parce que vraiment, on va consommer l'aliment brut qui contient ce sucre. Là, c'est sûr que ça va être meilleur, parce il y a tous les bénéfices liés aux fruits, par exemple, là, qu'on va consommer. Mais si on prend chacun des deux, puis on prend le sucre isolé chacun, ça revient au même, tu sais. Mm. Donc, c'est vraiment ça mon opinion sur les sucres naturels versus pas naturels. Mm. Non, c'est. Là, on a comme amorcé un peu la conversation sur le sucre et la santé. Puis là, je pense que j'avais dit un petit mot tantôt. Mais dans le fond, quand on regarde dans des conditions contrôlées, fait que, tu sais, comme je disais tantôt, OK, les calories sont contrôlées. Quelqu'un qui mange plus de sucre versus quelqu'un qui mange moins de sucre, mais il mange le même nombre de calories, protéines à la fin de la journée. Mais il n'y a pas d'effet négatif qui est observable vraiment. Euh, quand on regarde vraiment des conditions contrôlées. Parce que le sucre, c'est pas mauvais pour la santé en tant que tel. Vraiment, qu'est-ce qui va causer un problème avec le sucre, c'est que souvent, ça va nous amener à consommer plus de calories qu'on aurait de besoin parce qu'on prend du sucre. Souvent, les gens, là, ils vont dire, ah, là, mon taux de sucre il a augmenté trop vite, nan, 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 fait que là, c'est pas bon. Si vous êtes pas diabétique, c'est pas problématique, là. C'est tout à fait normal, le taux de sucre qui augmente après qu'on a mangé. Puis le corps est fait pour ça. On a un pancréas qui produit de l'insuline, qui s'occupe de ça, il gère tout ça. Si vous êtes en bonne santé, vous n'êtes pas diabétique, vous êtes relativement un peu actif dans votre journée, il n'y a aucun problème parce que des fois, vous avez des petits pics de sucre dans votre sang. Là. Il y a pas vraiment de littérature qui démontre que c'est un problème. Où est-ce que ça devient un problème? Un problème, c'est quand que la consommation de sucre mène à un débalancement énergétique puis qu'on consomme plus de calories euh, qu'on devrait. Puis c'est ça qu'on observe dans les études qu'on dit ad libitum. Fait que ad libitum, ça veut dire que dans le fond, ça va être une étude, puis on va donner, les gens qui participent à l'étude peuvent manger euh, autant qu'ils veulent, mais on va avoir des gens que ça va être plus des aliments sucrés, c'est avec plus de sucre ajouté, versus des aliments avec moins de sucre ajouté. Puis quand on les laisse manger autant de qu'est-ce qu'ils veulent, ben là on va voir que les gens qui consomment plus de sucre, ils vont consommer plus de calories, vont accumuler plus de gras corporel. Fait que là, ça peut être un problème à ce niveau-là. Donc, si je résume, c'est pas nécessairement le sucre. Si je consomme du sucre, ça va pas nécessairement me donner le diabète. C'est le fait que consommer des aliments qui ont plus de sucre dedans, ça va faire en sorte qu'on va avoir tendance à consommer plus de calories. Puis un surplus calorique sur une période long terme, ben là, plus de tissu adipeux, là, il faut faire travailler plus fort notre pancréas, puis à un moment donné, le pancréas, il est plus capable de répondre, là. Puis là, à ce moment-là,
ben, on va développer le diabète. C'est ça, tu sais, c'est pas tant le fait qu'on mange beaucoup de sucre en une fois, tu sais, c'est plus à long terme, si j'ai un surplus calorique, puis que j'ai un surpoids ou même de l'obésité, mais là, c'est là que la résistance à l'insuline va petit à petit s'instaurer. Ça va être encore pire si on a la génétique pour développer du diabète. Ça va être encore pire si on est sédentaire, si on fait pas d'activité physique. Ça va être encore pire si on prend plus de gras saturés dans notre alimentation, etc. Donc là, ça va développer la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, ça fait que notre pancréas doit faire plus d'insuline à chaque fois qu'on mange pour pouvoir absorber le sucre, parce que justement, les cellules de notre corps qui sont supposées absorber le sucre, sont supposées répondre à l'action de l'insuline, ils sont endormis. Fait que là, il faut leur donner plus d'insuline pour avoir la même réponse. Puis éventuellement, c'est vraiment ce stress chronique-là qu'on met sur le pancréas qui va finir par développer la maladie du diabète, où est-ce que là, le pancréas, il meurt petit à petit, puis on n'est plus capable de faire de l'insuline tout court. Fait que là, on parle vraiment du diabète de type 2 à ce niveau-là. Fait que c'est là qu'on a un problème, puis qu'on est pas mal pogné avec, là, finalement. Si on regarde notre société en général, ben, on est rendu, mettons, si on prend l'exemple des États-Unis, qui sont quasiment la moitié de la population, et la moitié de la population adulte est rendue obèse. Et si on regarde, puis les chiffres pour le diabète de type 2 suivent cette courbe-là là, d'augmentation d'obésité. Donc, vraiment, on a un lien entre les deux. Là, c'est lequel qui arrive en premier. Mais tu sais, nous, on a tendance à dire que l'obésité va t'amener vers le diabète de type 2 à cause du surplus calorique. Puis là, comme Mathieu, tu viens de l'expliquer, là. C'est ça. Puis tu sais, c'est une corrélation, mais c'est pas tout à fait exact. Tu sais, on va avoir des gens qui vont pas être obèses, ils vont être de poids, qu'on va dire santé ou normal, puis ils pourraient avoir le diabète. Tu sais, souvent, ces gens-là, ça va être juste la génétique était vraiment là pour ça. Souvent, c'est des gens qui vont avoir vraiment pas beaucoup de masse musculaire, qui vont vraiment être pas beaucoup actifs. Donc là, ils vont se retrouver à un plus gros risque de développer le diabète. Également, on va avoir des personnes qui vont être en situation d'obésité, mais qui vont pas développer le diabète. Ces cas-là sont plus rares, peut-être même aussi rares que les gens qui développent le diabète sans être sans avoir l'obésité, mais ça se peut. Euh, Puis des fois aussi, c'est juste que ça prend du temps aussi. Quelqu'un qui est en situation d'obésité, mais qui l'est pendant, ça fait juste un an qu'il vient d'entrer dans ce stade-là, puis là, il ressort de cette situation-là, peut-être que l'effet sera pas incroyable, mais si c'est quelqu'un qui est en situation d'obésité pendant 10, 15, 20 ans, là, c'est comme des choses, des problèmes qui s'accumulent un peu plus dans notre corps, comme exemple similaire, quelqu'un qui fume la cigarette. Si je fume une cigarette à soir, puis que j'en fume plus le reste de ma vie, l'effet que ça a eu sur ma santé, pas mal négligeable. Mais si je me mets à fumer, puis que là, je fume pendant 10 ans de ma vie, oh, là, ça a eu certainement un effet sur plusieurs niveaux, au niveau de ma santé métabolique, au niveau de ma santé des vaisseaux sanguins, etc., les poumons aussi. Mais si je fume pendant 25 ans, là, c'est comme, ok, là, l'effet, il va être plus gros. Mais encore une fois, ça va dépendre de notre génétique, de notre prédisposition à développer telle maladie aussi. Fait que c'est pas exact. Mais en général, si on veut prévenir le plus possible ces maladies-là, ben, on va vouloir faire attention à notre apport calorique, on va vouloir bouger plus. Puis, tu sais, quand je dis apport calorique, pas nécessairement compter les calories, mais juste de faire des meilleurs choix alimentaires, d'avoir une assiette équilibrée, ça va venir faire la job, tu sais, pour la plupart des gens. Mm. Non, non, c'est sûr, parce qu'après ça, tu sais, les aliments qui vont avoir une grande quantité de sucre libre, ben, tu sais, on va avoir tendance à en surconsommer parce que justement, l'effet sur la société n'est pas vraiment là. Tu sais, on le dit, les sucres, à la base, c'est absorbé hyper rapidement dans notre corps. Donc, à ce moment-là, on, on va être comme un puits sans fond, là. Tu sais, tu peux voir des vidéos, des fois, là, des gens, ils vont aller chez McDo montrer 2000 calories chez McDo, que ça a l'air. C'est souvent des aliments qui ont beaucoup de sucre dedans vont être absorbés rapidement. Puis après ça, 2000 calories de. Tu fais de la nourriture maison avec des glucides plus complexes. J'anticipe le sujet, mais si on prend par exemple des légumineuses, des pâtes, des grains entiers, là, vraiment, ton 2000 calories, là, tu vas avoir bien plus de nourriture sur ta table là, que le 2000 calories chez McDo. Là, Non, c'est ça. Puis, tu sais, au McDo, il n'y a pas juste du sucre, là. Tu sais, tu peux en avoir dans ta boisson,
dans ton dessert, mais comme il y a aussi, tu sais, des lipides, puis Mhm. c'est transformé, Ouais. puis il y a beaucoup d'éléments à considérer, mais oui, effectivement, là, c'est ça. Puis dans le fond, c'est ça que je voulais en venir, là, pour continuer avec le sucre. Pourquoi que le sucre, ça vient faire qu'on consomme plus de calories, tu sais? Parce que, comme tu l'as mentionné, la satiété, l'absorption rapide. Dans le fond, premièrement, ben, les humains ont tant à aimer le goût sucré. De façon innée, vraiment, le goût sucré, c'est un goût qu'on aime. Tu sais, il y a des goûts comme le amer, ou tu sais, tout ce qui est un petit peu plus acide. Avec le temps, tu sais, à l'âge adulte, en consommant un peu des aliments qui sont marinés, ou tu sais, du café, ou tu sais, des choses comme ça, on peut développer un peu ce goût-là. Mais le goût sucré, c'est un goût que, à la base, tout le monde aime le goût sucré. Ça vient avec parce que, tu sais, le sucre, ça va être une grande source d'énergie dans notre alimentation. Fait que, de façon évolutive, le fait qu'on aime le goût sucré, c'est comme super important parce qu'on sait qu'est-ce qu'on doit manger qui est bon pour nous versus souvent qu'est-ce qui était amer, ben c'était poison versus qu'est-ce qui était acide, c'était comme pourri, tu sais. Tu sais, là, aujourd'hui, on a des façons de avoir des aliments qui sont acides puis qui vont pas causer de problème, là, parce que on a les bonnes bactéries qui vont être dedans et non ceux qui sont pas, ils vont être des pathogènes qui vont être mauvaises. Donc, c'est vraiment de là que ça vient. On aime le goût sucré. Fait que plus que si quelque chose est sucré, ben on a tendance à vouloir en consommer plus parce que ça goûte bon. Ça, c'est de base, c'est la première affaire. Fait que là, on en mange plus de calories, etc. Également, tu l'as mentionné, qu'est-ce qu'il y a du sucre libre? Comme par exemple, quand on pense aux boissons sucrées, euh, on va le boire, en plus il y a déjà du liquide, ça va se digérer super rapidement, on va l'assimiler super rapidement, mais l'effet, il n'y aura pas un gros effet sur la satiété parce que ça prend pas du temps à digérer dans l'estomac, puis après ça, passer au travers, puis il y a pas, tu sais, on n'a pas de fibres, on n'a pas de protéines, on n'a pas de gras qui ralentissent. Tu sais, on va juste le prendre, let's go, ça rentre, énergie, let's go. Mais si on est quelqu'un qui a plus d'appétit, ben on n'a pas la satiété qu'on retrouverait à manger un aliment plus concret, là. Donc, encore là, ça vient faire augmenter notre consommation de calories. Donc, c'est encore un petit problème au niveau des sucres. Puis également, on va souvent dire, tu sais, je me souviens je sais plus c'était quand, il y a quelques mois, dans le journal de Montréal, c'était sorti, oh my god, le sucre, c'est mauvais, nanana, tous les problèmes que le sucre cause dans notre, tu sais, chez les jeunes, puis tout. Puis là, genre, ça disait, ah, les aliments sucrés. Puis là, ils nommaient les aliments sucrés, puis c'était genre, crème glacée, pâtisserie, gâteau, beigne, nanana. Puis là, j'étais genre, ok, oui, oui, tous ces aliments-là, ils contiennent du sucre, c'est vrai, mais il n'y a pas juste le sucre. Tu sais, souvent, ça va être des aliments qui vont avoir beaucoup de lipides ajoutés aussi. C'est des aliments qui sont transformés ou du moins, tu sais, cuisinés, tu sais, avec une certaine technique. C'est quand on parle de pâtisserie, Mm. mais même là, c'est une forme de transformation. Puis tu sais, il y a toute l'expérience reliée à ces aliments-là aussi. Tu sais, il y a le goût sucré, il y a le goût salé, il y a le goût de lipides, tu sais, qui vient tout rentrer dans la bouche, toutes les saveurs ensemble. Il y a la texture aussi. Tu sais, quand on vient croquer quelque chose, puis là, ça croque, puis là, c'est mou, puis là, c'est comme chaud, puis là, il y a tous les goûts. Tu sais, c'est toutes des choses à considérer qui vont nous faire consommer davantage de ces aliments-là. Également, souvent, ça va être une petite portion, puis qui va contenir énormément de calories. Donc, on prend quelques bouchées, plus soudainement, on a ingéré beaucoup de calories, versus si on avait pris des aliments plus bruts. Fait que il y a ça aussi. Tu sais, fait il y a plein d'affaires à considérer quand on parle d'aliments ultra transformés, puis pas seulement le sucre en tant que tel. T'sais, oui, et le sucre qu'on peut contribuer à rendre ces aliments-là, tu sais, meilleurs au goût, puis à augmenter notre consommation, ce qui au final augmente le nombre de calories qu'on mange, puis c'est là que ça devient un problème. Mais il n'y a pas que le sucre. C'est juste ça mon message par rapport à ça. Je pense que ces articles-là, moi, je les avais vus pas dans la presse, dans le Journal de Montréal. Ils tentaient vraiment de dénoncer les mauvaises habitudes alimentaires chez les jeunes, la hausse de l'obésité chez les jeunes, le diabète. Puis au final, ils cherchaient comme un bouc émissaire peut-être. Puis là, vraiment, ils ont attaqué le sucre comme on a tendance à faire souvent dans notre société. Là, tu sais, la preuve, il y a une quantité de gens qui sont keto. Là, tu sais, c'est la preuve que le sucre est souvent attaqué. Et là, vraiment, c'est ça, comme tu dis, c'est tous des aliments que, selon moi, c'est les lipides qui rendent ces aliments-là tellement plus intéressants.
c'est la formulation, comment elles sont faites. Tu sais, la pâtisserie, là, c'est littéralement un métier, là, être pâtissier. Là. Tu sais, donc, ça prend vraiment beaucoup de pratique pour être capable de faire des aliments qui vont être savoureux, qui vont vraiment avoir une texture qui est parfaite, qui est vraiment quelque chose de recherché. Là. Tu sais, c'est pas le sucre dans cet aliment-là qui rend ça intéressant, c'est la formulation, c'est comment c'est fait, comment c'est cuit. Après ça, les additifs qu'on a rajoutés. Puis les lipides, c'est ça qui va vraiment donner la saveur prolongée en bouche. C'est les lipides qui vont amener ça, c'est pas les sucres. Donc au final, c'était peut-être c'était un petit peu misleading. Là, c'était pas exactement ça que les journalistes voulaient probablement dire, mais rendu là, c'est leur problème. Là. Nous, en tant que futurs nutritionnistes, on trouvait que ça n'avait pas vraiment de sens d'attaquer comme ça les sucres parce que là, ça va faire en sorte que les gens ils vont regarder l'étiquette nutritionnelle, puis la minute qu'ils vont avoir du sucre, ils vont trouver ça mauvais. Mais tu peux prendre des aliments qui vont avoir pas beaucoup de sucre, mais énormément de lipides, avoir une quantité astronomique de calories, être probablement payé pour la santé de façon générale. Mais il y a moins de sucre dedans, fait que ça, c'est correct pour mon enfant après ça, en tout cas, fait que, ça amène les gens à faire des mauvais choix nutritionnels après ça, puis vraiment juste venir sélectionner les sucres, puis dire ça, j'en mange plus, c'est fini, mon enfant mangera plus ça. T'sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, tu dis, je pense pas que c'est ça qu'il voulait faire. Moi, je pense que c'est exactement ça qu'il voulait faire parce que c'est comme la mode. Tu sais, pendant un bout, là, je pense que quand on était plus jeune ou avant, c'était la mode de dire les lipides, c'est la pire affaire, non, 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 faut pas manger de lipides. De notre ère en ce moment, c'est vraiment les glucides, les sucres, c'est pas bon. Tu sais, on veut vraiment focuser sur une affaire. Alors que, tu sais, puis, tu sais, ça, on va en reparler, on va faire un épisode là, déjà prévu sur les aliments transformés en général. Mais tu sais, les aliments ultra transformés, i- c'est pas parce que je mange une fois un aliment ultra transformé que ça va causer vraiment ça va vraiment être mauvais, là. Genre ça va vraiment être poison pour moi. Tu sais, mettons, l'alcool, ça c'est un poison. Genre, il y a pas de consommation d'alcool que tu peux prendre que c'est comme santé parce que c'est littéralement un poison. Mais si je mange un gâteau une fois, là, c'est pas poison, là. Tu sais, c'est juste un aliment qui contient beaucoup de calories, qui est super bon, puis j'ai le goût d'en manger plus. Fait que c'est vraiment comme à long terme, si je mange plus de gâteaux plus souvent, ben les chances sont que je mange plus de calories plus souvent, plus que j'en ai de besoin. Puis à long terme, j'accumule du peu, surpoids, obésité, etc. Mais quand on regarde l'alimentation de quelqu'un, il n'y a pas juste le gâteau. Tu sais, il y a toutes nos habitudes, tu sais, nutritionnelles, tu sais, qu'on a quotidiennement. Tu sais, mon déjeuner, mon dîner, mon souper que je prends d'habitude, mes collations que je mange, mes habitudes de grignoter ou pas, ou tu sais, d'avoir des repas fixes, puis tu sais, mes repas, comment ils sont composés en général. Tu sais, je consomme-tu beaucoup de grains entiers, je consomme-tu beaucoup de fruits et légumes, je consomme-tu assez de protéines. Tu sais, si tu regardes tout ça, tu sais, puis qu'une fois de temps en temps, il y a un aliment transformé, il y a un aliment sucré, c'est pas grave, là, c'est pas poison le sucre. Là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Mais moi, Mhm. tu sais, oui, c'est sûr que tu manges tout ce qu'il y a du sucre, tu l'enlèves, ah ben, ça se pourrait que ça soit bon parce qu'il y a beaucoup d'affaires ultra transformées qui a du sucre. Fait que tu vas couper, tu vas avoir plein d'affaires que tu pourras plus manger, fait que tu vas tu sais, tu vas rester dans des affaires sans sucre ajouté. Fait que c'est sûr que ça pourrait être bénéfique, mais en même temps, j'aime pas cette approche-là parce que j'aime mieux dire regarde, c'est correct ça, là, c'est bon, là. Tu sais, on est dans le monde moderne, on a des aliments très transformés, t'en prends une fois de temps en temps, c'est correct, tu sais, tu enjoy pis tout. Mais c'est juste, faut que tu regardes overall, mon alimentation ressemble à quoi? Est-ce que c'est juste de la scrap tout le temps ou c'est plein de bons aliments nutritifs, puis une fois de temps en temps, je me gâte puis je prends un gâteau, tu sais. Mm. Ça devrait plus ressembler à l'assiette équilibrée que l'assiette trio chez McDo, là, on s'entend, de façon générale. C'est dans C'est un ça. ratio de 80-20 comme on parle tout le temps. Là. C'est ça, ratio 80-20 en général. Pour la plupart des gens, ça va permettre d'avoir une santé impeccable. Mm. T'sais, on pourrait aller jusqu'à 100%, mais là, il est où le fun là-dedans, tu sais? Faut profiter un peu de... Tu sais, quand je m'en vais chez William puis qu'Annie fait un gâteau, je veux en manger un peu, tu sais, c'est plate, là, sinon. Mm. Mais tu sais, si Annie était chez nous puis qu'elle me faisait du gâteau à tous les jours puis qu'à chaque dîner, chaque souper, j'avais un gros morceau de gâteau, peut-être que là, ça serait pas idéal, tu sais. Mais quelques fois par semaine, puis que c'est dans une alimentation que overall,
il y a plein de bons aliments, c'est contrôlé en calories, aucun problème. Mm. Mais le sucre, ça cause la carie dentaire. C'est hyper dangereux, Mathieu. Ouais, ça c'est vrai par contre. Le sucre, hein, c'est pas bon pour les caries. On n'est pas dentiste, mais bon, si vous consommez plus de sucre, brossez-vous les dents comme faut, puis devrait être correct. Mm. Petite Je sais pas. anecdote Ça c'est. historique sur le sucre. Apparemment, les caries dentaires, apparemment que les caries dentaires seraient apparues à partir du moment où les humains ont découvert le miel. Donc, avant ça, les humains n'avaient pas besoin vraiment de se brosser les dents. Là, on parle de l'ère de, là, mettons, 10 000 ans avant Jésus-Christ. Là, on s'entend, personne n'avait de brosse à dents, personne n'avait de pâte à dents à cette époque-là. Là. Fait que, mais à partir du moment où les hommes ont découvert le miel, ben là, à ce moment-là, il a commencé à avoir des caries dentaires. Donc, c'est de là l'idée que ben, tu sais, les sucres simples, ben, tu sais, il y a plus de chances que tu développes des caries dentaires si ton hygiène dentaire n'est pas idéale. Là. Les sucres en général, vous pouvez en consommer plein ou pas beaucoup, tant que vous restez dans votre nombre de calories que vous devez consommer pour vous maintenir. Si vous n'êtes pas quelqu'un comme moi qui comptez vos macronutriments que vous consommez à chaque jour, probablement que ça vaut la peine de essayer de s'éloigner un peu des aliments avec beaucoup de sucre ajouté dans notre alimentation de tous les jours. Là, vraiment les repas et les collations là, qu'on prend par habitude tout le temps. Peut-être que c'est pas une bonne idée, mais une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème avec ça. Fait que ça, c'était pas mal ça pour les glucides simples, les sucres. Là, on avait bien des affaires à dire, là, mais je pense que c'était important. Euh, Fait qu'après ça, si on continue, on a les glucides complexes. Fait que ça, on revient à mon analogie de tantôt, que je parlais des blocs Lego, puis que je disais les glucides simples, dans le fond, ça va être un bloc Lego ou deux blocs Lego ensemble. Mais là, quand on parle de glucides complexes, là, beaucoup plus de blocs Lego qui s'accumulent ensemble. Ça prend un petit peu plus de temps à digérer. Euh, on va parler plus spécifiquement des amidons pour commencer. Dans le fond, les amidons, on va dire que c'est des polysaccharides. Tantôt, on avait dit mono ou disaccharides. Là, on va dire polysaccharides. Saccharides, c'est comme mon bloc Lego. Saccharides, on va dire, c'est comme 10 blocs Lego ou plus qui vont former un amidon. Puis, c'est comme, dans le fond, c'est des sucres qui sont tous reliés ensemble. Mais étant donné qu'ils sont des plus longues chaînes, ça va être un petit peu plus long à digérer par rapport à un sucre simple parce qu'il faut briser tous les liens entre chacune des molécules, entre chacun des blocs Lego. Euh, Fait que l'assimilation va être facile, mais un peu plus lente que les sucres simples. Donc, une société qui va être un petit peu plus durable. Souvent, l'amidon, on va retrouver ça dans le riz, le pain, les pâtes alimentaires, les pommes de terre, dans les légumes, dans certains fruits comme pommes, bananes, là, on a de l'amidon avec des sucres également. Puis tous les produits céréaliers en général, là, ça va être plus de l'amidon qui vont contenir. Excellent. Puis ça, ben, tu sais, les glucides complexes, ça devrait être ça majoritairement qu'on a dans notre alimentation au niveau des glucides. Là, tu sais. Si on priorise vraiment d'avoir plus de grains entiers, plus de grains céréaliers, comme tu l'as dit, Mathieu, des patates, du riz, du pain, si on a ça en majorité pour nos glucides, après ça, si on a un petit peu de sucre avec ça, tu sais, des aliments qui vont contenir peut-être un petit peu plus de sucre, ben, ça va être correct tant que notre corps, ça va être vraiment plus ces aliments-là qui vont avoir des glucides complexes, des amidons dedans. De toute façon, à un moment donné, si tu manges juste des affaires sucrées, tu te finis par te tanner de manger du sucré. Fait que, à un Mm. moment donné, il faut que tu aies une autre façon d'aller chercher des glucides qui c'est pas toujours sucré au goût, là. Mm. En tout cas, pour moi. Ben d'accord. Euh, c'est ça. Puis là, tu as mentionné des produits à grains entiers. Un autre type de glucides complexes qui est super important, ça va être les fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, ça va être comme les amidons, ça va être des polysaccharides, mais à ce moment-là, ils sont non assimilables par le corps. Donc, pourquoi ils sont pas assimilables? Dans le fond, là, si on reprend mon analogie des blocs Lego, là, on a l'amidon que c'est comme 10 blocs Lego ou plus qui sont collés ensemble, mais on est capable de les défaire. Les fibres alimentaires, on va avoir des blocs Lego collés ensemble, mais le lien entre les blocs Lego, c'est comme si on avait mis une genre de colle entre les blocs, puis notre corps n'est pas capable de défaire la colle. Fait qu'il n'est pas capable de les séparer en plusieurs parties. Donc, il n'est pas capable de digérer cette fibre-là.
il n'est pas capable de l'absorber dans notre vaisseau sanguin puis de l'utiliser comme énergie. Donc, à ce moment-là, ça va avoir un effet différent sur notre corps versus l'amidon, bien sûr. Fait qu'on va chier des blocs Lego, dans le fond. Ben, vu de même, vu Si de on suit même, on ton pourrait dire exemple, ça ça. ressemble à ça. C'est ça. Dans le fond, les fibres aussi, tu sais, quand on dit glucides, c'est tout le temps 4 calories par gramme. Puis quand on parle de grammes de fibres, souvent, ça va être soit 0 ou des fois 2 calories par gramme parce que certaines vont être partiellement assimilables, d'autres totalement pas assimilables. Ça va dépendre. Il y a énormément de types de fibres alimentaires, là, dépendamment de quel aliment ça provient. Mais en général, les fibres, ils vont ralentir la digestion parce qu'on n'est pas capable de les défaire. Fait que ça va nous amener une satiété qui va être plus élevée et prolongée dans le temps. Donc, si je prends un repas que j'ai juste des glucides complexes versus un autre repas que j'ai des glucides complexes mais avec des fibres, ça va m'amener plus de satiété, plus de, tu sais, je vais avoir moins faim après avoir mangé, puis ça va durer plus longtemps dans le temps. Puis souvent, les fibres alimentaires, c'est les constituants des parois des cellules végétales. Fait que c'est peut-être un peu loin, mais tu sais, au secondaire, on a vu la cellule animale versus la cellule végétale. Puis la cellule végétale, comme je me souviens, nous c'était au microscope, puis on regardait une petite feuille d'oignon, là. Puis tu sais, on voit vraiment là, des carrés là, tu sais, épais de parois. Souvent, les fibres alimentaires, ça va être les constituants de cette paroi-là que quand on regarde la cellule de notre bouche, là, souvent, là, qu'on va chercher avec un petit Q-tip là, de notre langue, là, on voit la cellule qui est toute ronde, puis il y a pas les murs épais autour. Là. Ça, souvent, les fibres, c'est les murs épais autour de la cellule qu'on voit dans les aliments végétaux. Mm. Les fibres, dans quoi qu'on va les retrouver, dans quels aliments? Ben, souvent, ça va être dans les aliments végétaux qui vont être pas raffinés, qui vont être peu transformés, comme quand on dit les aliments à grains entiers. Tu sais, par exemple, si je prends quelque chose qui est fait à base de blé, ben souvent, par exemple, le pain blanc, ça va être fait avec de la farine de blé qui a été super raffinée. On a enlevé euh, tout quasiment sauf majoritairement l'amidon. Fait que ça va faire un produit comme le pain blanc. Mais si je prends de la farine de blé entier, par exemple, ben là, on va avoir regardé les éléments, les autres éléments du grain de blé, dont ce qui contient les fibres, puis aussi des vitamines de plus. Fait que c'est pour ça que mon pain de blé entier va contenir plus de fibres à ce niveau-là. Puis, ce serait quoi les différents types de fibres, là? On a parlé des fibres alimentaires en général, mais y a-t-il des distinctions qu'on peut faire avec les fibres? C'est ça, tu sais, quand on parle de fibres, c'est vraiment large, là. C'est vraiment un polysaccharide qui est non assimilable par le corps. Fait que ça peut vraiment être plein d'affaires. Fait qu'on a essayé de les classer en deux grandes familles de fibres, les fibres solubles puis les fibres insolubles. Puis même à l'intérieur de ça, tu peux avoir vraiment des affaires qui vont avoir des effets différents sur ton corps, là. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une alimentation qui est variée, puis qu'on va aller chercher nos fibres, tu sais, de grains entiers, mais également de fruits, également de légumes, tu sais, d'avoir plein de végétaux différents dans notre alimentation parce que ils vont, tu sais, comme, tu sais, souvent les gens vont dire, ah, ça n'amène pas les mêmes vitamines, les mêmes minéraux, ce qui est quand même peut être vrai, mais aussi ça nous amène pas les mêmes types de fibres. Puis chaque type de fibre peut être bénéfique, puis peut amener un bénéfice différent les uns des autres. Mais si on se concentre plus spécifiquement sur les grandes familles de les fibres solubles, pourquoi qu'on dit qu'ils sont solubles? C'est parce qu'ils peuvent se dissoudre dans l'eau. Puis quand ils vont se dissoudre dans l'eau, ça va former comme un gel. L'exemple, là, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, on voit souvent à la télévision les annonces, le métamucil. Ça, c'est un supplément de fibres, justement. Fait que je pense que c'est du psyllium. Mm. Dans le fond, ils ont extrait ça d'une plante, je sais pas laquelle. Puis ça, c'est une fibre qui est soluble. Fait que quand on la met dans l'eau pour la consommer, ben, faut la consommer quand même vite parce que sinon, ça vient faire un genre de gel. Puis souvent, après qu'on l'a pris, on voit le gel là, qui a commencé à se Mhm. former puis qui a collé un peu aux parois du verre. Fait que ça, ce gel-là, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça vient, tu sais, faire que la digestion à travers nos intestins, ça va être plus smooth. Puis, plus important, quand ça va arriver au côlon, où est-ce que toutes nos bactéries de notre microbiote intestinal, souvent, c'est les fibres solubles qui vont pouvoir être métabolisées par notre microbiote. Donc, souvent, un des gros avantages des fibres, là, c'est que ça va être une bonne nourriture pour nos petites bactéries qui sont
dans nos intestins. Puis là, ces petites bactéries-là vont pouvoir, eux, ils ont comme l'enzyme qui permet de décoller nos blocs Lego là, qui sont collés avec de la colle que nous, on n'est pas capable de défaire. Mais souvent, nos petites bactéries, eux, ils vont être capables de les défaire. Fait que là, ça va faire de la fermentation. Puis, ça va avoir plein d'effets bénéfiques pour notre corps. Les petits éléments de fermentation, souvent, on va dire c'est euh, des acides gras à courte chaîne. Ça, on va pouvoir les absorber. Puis ça va avoir des effets bénéfiques. Là, je suis pas rentré là-dedans là, parce que c'est vraiment beaucoup d'affaires. Je me suis pas préparé pour vous parler de ça aujourd'hui. Mais en général, les fibres solubles, ça va être bon pour le microbiote. Euh, Souvent, quand on parle de prébiotiques, ça va être des fibres solubles. C'est Mm. vraiment les prébiotiques. Il y a aussi les probiotiques, pro, ça va être vraiment des pilules qui contiennent des bactéries que le but, ça serait qu'on les prenne puis que là, ces bactéries-là aillent se joindre à nos autres bactéries puis qu'ils essaient de survivre. Mais en général, si vous consommez pas de fibres dans votre alimentation, pas de prébiotiques, bonne chance parce que les bactéries vont pas survivre s'ils n'ont pas de nourriture. Mm. Fait que avant d'aller chercher des probiotiques, puis là, d'aller à pharmacie ou au magasin de produits naturels, non, assurez-vous d'avoir une alimentation qui a beaucoup de grains entiers, beaucoup de fruits et légumes. Puis déjà ça, en partant, ça va être plus efficace. Mm. Je sais pas si tu serais d'accord avec ce que je viens de dire, William. 100% d'accord avec toi. Là, tous les gens qui consomment des probiotiques, je leur fais cette petite explication-là de pro versus prébiotiques. Tu sais, les prébiotiques, c'est toi-même qu'en mangeant des aliments riches en fibres solubles. Si je peux donner des exemples, là, tu sais, ceux qui aiment le gruau là, dans l'avoine, pas Mhm. l'avoine hyper raffinée, mais si on achète juste des grains d'avoine qui sont complets encore, dans le seigle, dans le quinoa, donc ça va être des aliments qui sont riches en fibres solubles. Donc, par nous-mêmes, on va Les pouvoir fruits et légumes des fruits et légumes, aussi. juste en général. C'est Ouais. pour ça qu'on dit de manger des fruits et légumes, entre autres, parce qu'il y a des fibres solubles. Donc, on va pouvoir créer par nous autres-mêmes notre microbiote intestinal sans avoir besoin de venir ajouter une pilule là, qui va contenir, qui va contenir des bonnes. Tout le monde parle des bonnes bactéries. Là. Si tu prends si tu manges des aliments qui ont des fibres solubles, tu vas créer toi-même dans ton intestin des bonnes bactéries. Puis ça va être plus facile à ce moment-là pour ces bactéries-là de survivre, comme tu as si bien expliqué, Mathieu. C'est ça, parce que dans le fond, toutes les bactéries, la plupart de toutes les sortes de bactéries, on les a déjà dans notre intestin. C'est juste que si on leur donne pas la nourriture qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent, tu sais, pas juste survivre, mais tu sais, vraiment prendre de l'ampleur, là, tu sais, par rapport aux autres espèces dans notre intestin, ben, il faut les nourrir. Mm. Tu sais, c'est tout simple que ça. Fait que en consommant des prébiotiques, ben, on va aller cibler, on va cibler avec certaines fibres. C'est comme la nourriture des bactéries, puis des bonnes bactéries. Fait que sans même aller prendre un excès de bactéries en supplément, ils sont déjà là, mais si on les Mm. nourrit comme il faut, ils vont pouvoir pousser, puis ils vont pouvoir faire leur travail. Tu sais. Mm. Comme ceux qui font pousser leur propre levain. Là, tu sais. Un peu le même Ouais, principe. Là. Tu sais, c'est quelque chose qui existe, puis on va juste continuer de le faire croître en lui donnant ce qu'il a de besoin. Puis, ça serait quoi c'est les ça. autres bénéfices des fibres, Mathieu? Ben c'est ça, tu sais, on a dit. Oh, il y avait aussi les fibres insolubles là, qu'on n'a pas Oh. beaucoup parlé, mais souvent les fibres insolubles, euh, ils vont pas se dissoudre dans l'eau, fait qu'ils vont aider à la régularité, fait que ça va ajouter de la masse à nos selles, ça va nous aider à éviter la constipation. Mm. Puis on sait aussi qu'ils ont des bénéfices pour la santé. Quand on regarde les études à long terme, les gens qui consomment plus de fibres solubles ou insolubles, c'est meilleur pour la santé à long terme. Puis on a un petit peu des hypothèses un peu de pourquoi ça l'aide. On a parlé du microbiote intestinal, un microbiote qui est plus en santé. Ça va probablement aider à ce niveau-là. Mais également, on associe la consommation de fibres avec une diminution du risque de mortalité et d'incidence des maladies chroniques comme le cancer, les maladies du cœur et le diabète. Euh, une grosse partie de ça, j'ai l'impression, c'est via la prévention de l'obésité. Parce que si tu consommes une grande majorité d'aliments végétaux, plus bruts, plus des grains entiers, plus des fruits et légumes, ben ça va t'amener une meilleure satiété au niveau de ton alimentation. Donc, tu vas consommer au final moins de calories. Donc, ton risque de devenir, de souffrir d'obésité, de surpoids est grandement réduit.
Puis, tu sais, aussi, tu sais, on peut penser c'est quoi les aliments qui contiennent des fibres, mais c'est les grains entiers, c'est les légumes, c'est les fruits, c'est les légumineuses. Fait que, tu sais, c'est des aliments que eux aussi, quand on les regarde un par un tout seul, ben, on va voir ceux qui consomment plus de ces aliments-là vont avoir moins de problèmes de santé à long terme, vont être plus en santé. Donc, tu sais, c'est beaucoup de choses qui nous amènent à penser que consommer plus de fibres, c'est probablement bon. Mm. Surtout que si tu regardes la majorité de la malbouffe, là, tu sais, du junk food, il y a littéralement pas de fibres là-dedans. Donc, si on Très mange une peu. alimentation qui a très peu de fibres, là, on le retirera avec des produits raffinés, là. Mais tu sais, si on mange une alimentation qui va être plus riche en protéines, plus riche en fibres, ben, il y a des fortes chances qu'on va s'éloigner de la malbouffe. Puis pour ces raisons-là, ça va être meilleur pour notre santé générale. C'est ça. Puis, tu sais, il y a des suppléments de fibres aussi qui existent. C'est comme le métamucil qu'on a mentionné, mais il y en a d'autres. En général, je dirais, ben, ça va pas faire de mal de prendre ça, mais je dirais que si c'était un conseil que moi, tu venais de me demander, ah, si je prends juste des fibres à partir de ça, puis parce que moi, j'aime mon pain blanc, je mange pas de fruits et légumes, mais je veux quand même avoir le bénéfice des fibres. Si je prends juste du métamucil, est-ce que ça va faire le même effet? C'est sûr que ça n'aura pas le même effet. Est-ce que ça va être mieux que si tu prenais pas le métamucil? Probablement. Au niveau de la digestion, ça va aider, puis tout ça. Mais c'est sûr que de venir consommer une grande variété d'aliments végétaux, fruits, légumes, légumineuses, grains entiers, ça va avoir un meilleur effet parce qu'on va vraiment avoir la variété de différentes fibres dans l'alimentation. Puis on va avoir les autres bénéfices reliés aussi à ces aliments-là, qui sont pas seulement les fibres, mais aussi les vitamines, minéraux qui contiennent, puis les effets sur la société qui sont supérieurs aux aliments raffinés transformés. Sûr. Je serais du même avis que toi que ça va être un bénéfice qui va être relativement marginal. Le plus gros effet à gagner, ça serait d'augmenter sa consommation de fibres par l'alimentation. Donc, si on y va avec des sources de grains entiers, comme on a dit. Après ça, si tu manges vraiment pas de grains entiers et tu prends le supplément de fibres, ça va avoir quand même un effet bénéfique. Mais c'est sûr que ça serait plus optimal de changer ses habitudes alimentaires pour aller chercher plus de grains entiers. Mais après ça, une combinaison des deux, peut-être, ça pourrait être le best. Mais c'est sûr que c'est ça. Grains entiers for the win. Ouais. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de juste prendre le Ouais. supplément versus changer des habitudes puis introduire des nouveaux aliments qu'on connaît pas ou qu'on n'est pas habitué de manger ou qu'on n'aime pas nécessairement. Même si en consommant un aliment, petit à petit, on finit par s'y habituer puis développer un goût pour ça. Là. C'est comme quand tu sais, moi, par exemple, pendant beaucoup de mon enfance, je mangeais aucun fruit puis très peu de légumes. Puis là, aujourd'hui, je mange de tout parce que, ben, Chris, à un moment donné, c'est comme, hey, là, tu vas en manger, là, t'es en nutrition, tu sais, ben, pas, j'en mangeais avant d'être en nutrition, mais tu sais, c'est comme, tu sais que c'est bon, fait que faut juste que t'en manges, puis tu sais, même si au début, j'aimais pas ça, puis je me forçais un peu plus, ben, à force d'en manger, ben, tu finis par développer un goût pour ça. Tu sais, Mm. c'est comme les gens qui disent, ben, tu sais, souvent, la première fois que tu bois du vin, t'es comme, ah, c'est pas très bon, là. En tout cas, pour ma part, là, je sais pas s'il y a des gens qui, la première fois, ils boivent du vin, ils trouvent ça super bon. Mais là, tout le monde t'a dit, tous les adultes autour de la table te disent, ah, ça, tu vas développer ton goût en buvant, etc. Mais je pense que c'est un peu la même affaire pour pas mal de choses, là. Tu sais, oui, souvent, il y a des gens qui vont dire, ah, mais ça, là, toute ma vie, j'ai pas aimé ça. Mais tu sais, il y a tellement de fruits et légumes différents, c'est sûr que tu vas en trouver au moins 5 de chaque que t'aimes. Mhm. Genre, même si c'est pas 5, tu sais, je Mhm. pense, essaye-les jusqu'à temps qu'il y en ait un qui t'aime ou que tu tolères. C'est sûr que c'est plus difficile que juste mettre de la poudre dans de l'eau puis la boire, là. Mais Mm. je pense que ça peut valoir la peine. Mais t'as raison, dans un moment de transition qu'on veut commencer à introduire plus de fibres, ça pourrait être considéré de mettre un supplément avant de juste se mettre à manger plein de fruits et légumes. Peut-être que la personne est juste pas prête ou capable de faire ça là tout de suite. Fait que le supplément peut être un bonus. Mm. Yes, sir. Fait que c'est quoi les sucres alcool? Les sucres alcool. Les sucres alcool. Dans le fond, ça va être un type de glucide. Quand les aliments vont en contenir euh,
souvent ça va apparaître sur l'étiquette nutritionnelle comme un type de glucide. Euh, Par contre, c'est comme un sucre, mais c'est un petit peu différent dans la formule chimique. On va avoir comme un genre de groupe alcool qui va s'introduire. C'est pas comme l'alcool qu'on consomme, par exemple dans le vin, dans la bière, là, que c'est vraiment de l'éthanol. Ça va, c'est pas le même effet du tout. Là. Il y aura pas, c'est pas en consommant des sucres alcool qu'on va avoir le même effet que l'alcool sur, tu sais, les effets qu'on, comment tu dis ça, le petit buzz qu'on a de l'alcool ou tu Mm. sais, ça va pas mettre de pression sur notre foie pour métaboliser ça. C'est vraiment juste un groupement alcool. Là. C'est dans la chimie organique, ça s'appelle comme ça. Souvent, ça va avoir une texture puis une densité qui est similaire au sucre, mais ça va contenir moins de calories. Donc, à la place de contenir 4 calories par gramme, souvent, ça va contenir 2 calories par gramme ou même 0 calories par gramme, dépendamment si notre corps est capable de le métaboliser ou pas. Ça va avoir un goût sucré, mais souvent, ça va être moins sucré que le vrai sucre. Gramme de, mettons, de sucre alcool versus 1 gramme de sucre, ça va peut-être être 50-70% du goût du sucre, mais ça va quand même amener un petit goût sucré pour moins de calories. Mm. Donc souvent, les sucres alcool vont être utilisés dans des produits transformés parce que ça va amener une texture vraiment similaire à qu'est-ce que ça aurait été si c'était du sucre, mais ça va amener moins de calories. Mm. Mm. On va en parler un peu après, mais il y a aussi les édulcorants euh, que ça a un pouvoir sucrant vraiment, vraiment plus que le sucre. Mais le problème avec ça, c'est qu'on en met une toute petite quantité dans les aliments. Donc, si, par exemple, je veux faire un gâteau ou une barre de protéines, ben, puis que là, d'habitude, mettons, dans un gâteau, je mets du sucre, puis là, je veux mettre de l'édulcorant à la place, ma recette va pas nécessairement fonctionner parce que, à la place de mettre une tasse de sucre, je mets une demi-cuillère à thé d'édulcorant, ça marche pas. Mm. Fait que c'est là que les sucres alcool pourraient être utiles afin de remplacer le sucre, puis diminuer le nombre de calories. Le problème avec les sucres alcool, souvent, c'est pas parce qu'ils sont mauvais pour la santé ou qu'ils vont causer des problèmes, c'est plus au niveau de la digestion. Souvent, les gens, tu sais, comme on l'a dit, c'est on n'est pas capable de les métaboliser comme il faut. Fait que des fois, ça peut causer des problèmes de digestion parce que ça passe au travers de nous autres, mais on n'est pas capable de l'absorber. Donc, un peu comme les fibres, on pourrait dire, mais ça n'a pas le même effet que les fibres. Puis parfois, au niveau du microbiote intestinal, des fois, on va être capable de les digérer, des fois non. Ça va dépendre des gens, c'est très individuel, mais ça peut causer des problèmes de digestion comme de la diarrhée si on en consomme plus qu'on est capable de tolérer. Mm. Heureusement, la tolérance, c'est quelque chose qui théoriquement peut se développer. Je dis pas que vous, si vous avez une intolérance, vous êtes mettant à en manger, c'est sûr que vous allez être tolérant à la fin de la journée, après plusieurs semaines à en consommer, pas nécessairement, mais c'est possible. Donc, les sucres alcool, texture, densité, goût similaire au sucre, mais c'est utilisé comme un agent de remplissage dans les recettes. Mhm. Dans le fond, c'est ça, c'est un agent de remplissage, puis quand on ne veut pas utiliser du sucre nécessairement. Et on a également les édulcorants qui vont avoir un pouvoir sucrant qui est beaucoup plus élevé, là. C'est ça. Puis pour terminer sur les sucres alcool, là, tu sais, dans le fond, là, souvent, ça va être écrit sucre alcool ou polyol dans l'étiquette nutritionnelle. Puis quand on regarde les ingrédients, souvent, il va y avoir érythritol, maltitol, xylitol. Ça finit souvent en ol. Il y en a plusieurs autres, là, mais c'est souvent ceux-là qu'on voit le plus souvent. Puis ça va être dans les produits, tu sais, souvent pour diabétiques, ça va être genre sans sucre, comme les bonbons sans sucre, ou tu sais, les produits qui vont dire que c'est faible en sucre. Moi, par exemple, j'aime bien certaines barres de protéines. Moi, je prends les Kirkland du Costco. C'est genre de l'érythritol qu'il y a dedans. Sinon, il y a les Pure Protein aussi, que eux autres aussi vont avoir des sucres alcool. Donc, tu sais, c'est vraiment des produits de ce genre-là qui vont contenir ça. Des fois aussi, les gens qui veulent essayer de réduire leur consommation de sucre, ils vont pouvoir en acheter pour cuisiner avec. Comme j'avais dit, mettons, tu fais un petit gâteau, tu essaies de sucrer quelque chose. Souvent, l'érythritol, ça va être un genre de sucre-alcool qu'on utilise qui peut être pratique si on est capable de le tolérer comme il faut.
Finalement, les édulcorants. Ouais, parle-moi donc ça des édulcorants, là. Bon, Nous ben, autres, on a peut-être une opinion différente là, des nutritionnistes en général, oui. là. Bon, En on tout cas, part dessus pour ou contre tout de suite. On va commencer par expliquer c'est quoi. Donc, les édulcorants, ouais. il y en a des naturels, il y en a des artificiels. Dans les naturels, il y a par exemple le stevia, vous avez peut-être déjà entendu parler. Dans le Coke Diet de Mathieu, je pense que c'est de l'aspartame, me semble. Coke zéro sucre, c'est aspartame et acésulfame potassium. OK. Qui sont des Fait qu'il y en a deux. édulcorants de Ouais. source artificielle. Donc, pourquoi on va utiliser des édulcorants dans des produits transformés? Souvent parce qu'il va avoir un pouvoir sucrant qui est de 100 à 1000 fois supérieur au sucre. Donc, on a besoin vraiment d'en mettre une quantité infime comparativement au sucre. Donc, si par exemple, on prend l'exemple du Coke, là, ça va avoir le même goût sucré, mais dans un Coke régulier, on va avoir, mettons, 40 grammes de sucre, donc ça va nous donner 160 calories. Puis, mettons, dans le Coke zéro, on va avoir, ça dit 0 calories, mais dans le fond, c'est autour de 1 calorie. On l'a calculé, moi puis Mathieu, avant le podcast. Donc, c'est environ 130 milligrammes d'édulcorant qui est utilisé sous forme d'aspartame et d'acésulfame potassium, c'est ça? Potassium. Ouais, Donc, bon. Fait que dans le fond, c'est ça. c'est pour ça qu'on n'a pas de calories dans ces produits-là, parce qu'on a seulement eu besoin d'utiliser 130 milligrammes d'édulcorant. Donc, ça va, si on utilise la règle, encore une fois, là, du 4 calories par gramme, ben là, on n'utilise même pas un dixième de gramme, là. Donc, on n'a vraiment pas de calories. On a environ 1 calorie pour un Coke au complet. Donc, d'où vient, Mathieu, la polémique entourant les édulcorants selon toi, là? Pourquoi les gens pensent que c'est mauvais, là? Écoute, il y a plein d'affaires, là. Genre, au début, quand c'est commencé à arriver sur le marché, là, tu sais, ça fait super longtemps, là, comme, il y avait eu des études, puis il était comme, ah, on pense que ça donne peut-être le cancer, nanana. Au final, tu sais, depuis ce temps-là, on a fait énormément d'études de plus. Des études sur des rats, des études, tu sais, sur les gens en général aussi, des cohortes, tu sais, qu'on voit s'ils consommaient plus ou pas. La conclusion, vraiment, c'est qu'on n'est vraiment pas capable d'établir une belle corrélation ou encore moins une relation de cause à effet entre le cancer puis les édulcorants. Souvent, les gens, ils vont nous dire ah, le Coke zéro, là, c'est pas bon, là, l'édulcorant. Il paraît que c'est pire que le sucre normal. Non, non, moi, je prends pas ça, c'est pas bon. Mais après ça, tu sais, la réponse qu'on leur dit, mais pourquoi? Souvent, ils vont dire, ah, je pense que ça donne le cancer. Genre. Mais il y a rien qui démontre que ça donne le cancer. Tu sais, je pense que peut-être qu'avec des études tu sais, vraiment de cohorte, tu sais, peut-être qu'ils peuvent essayer d'avoir une corrélation puis voir qu'il y a un lien. Mais tu sais, souvent le problème avec ça, c'est que les gens qui vont choisir les boissons diète, par exemple, ça va souvent être les personnes qui ont déjà un problème avec leur poids. Parce que, tu sais, mettons que toi, William, là, toute ta vie, tu prenais du coke normal, puis toi, tu sais, t'as un métabolisme génétique ou un niveau d'activité physique qui fait que, tu sais, c'est des calories qui sont pas en trop, puis tu les utilises, ben, pourquoi tu changerais pour le coke zéro? Tu sais, t'as pas vraiment de raison, parce que ça te cause pas de problème. Alors que les gens qui vont graviter vers les boissons sans calories, sans sucre, souvent ça va être les gens diabétiques ou les gens qui sont déjà en situation d'obésité, de surpoids, puis qui veulent peut-être limiter leur rapport calorique, essayer de perdre du poids de cette façon-là. Fait que déjà là, on a des variables. C'est difficile d'éliminer toutes ces variables-là quand on considère une étude de cohorte. Fait que si, mettons, euh, tu vas me dire, ah, le Coke zéro, on l'a vu, c'est prouvé dans cette étude-là qu'il y a plus de cancer. OK, mais est-ce qu'ils ont vraiment réussi à éliminer toutes les variables qui peuvent également causer le cancer? Parce que la plus grosse variable qu'on sait vraiment que c'est associé au cancer, c'est l'obésité, puis le surplus de poids en général. Ça, c'est une corrélation quand même très forte avec le cancer. Fait que, tu sais, c'est sûr que si c'est ces gens-là qui prennent plus de coke diète, ben là, tu vas avoir plus de cancer, mais c'est pas à cause du coke diète, c'est peut-être plus parce qu'il était en surpoids, en obésité. Donc, ça, c'est un exemple.
il y a énormément d'exemples dans la littérature comme ça de tu sais, c'est tellement facile d'aller chercher une étude puis d'essayer d'isoler telle variable puis de dire ah, il y a cette corrélation-là, donc ça veut dire que ça cause tel problème. Mais en général, toutes les études qui sont bien faites puis qui essaient vraiment d'isoler ces variables-là comme faut, on n'est pas capable de voir aucun problème à ce niveau-là. Puis quand on regarde des études, tu sais, plus chez les rats, par exemple, là, ou tu sais, des rongeurs, ben, tu sais, la quantité qu'on doit donner d'édulcorants pour qu'on voit des problèmes, c'est tellement une énorme quantité que c'est même pas réaliste pour un humain de consommer cette quantité-là d'édulcorants. Tu sais, quand on remet à l'échelle humaine, parce qu'on est plus gros que les rats, bien entendu. Fait que, c'est quelque chose comme consommer au-dessus de 100 canettes de coke, chose de même, à tous les jours pendant tant de jours, Mm. pour avoir un effet négatif. Rendu là, la quantité de liquide tout court va nous tuer avant la quantité d'édulcorant. Puis si on comparait ça à prendre du coke sucré, ben là, le sucre nous tuerait avant, tu sais. Parce Mm. qu'on consommerait trop de sucre d'un coup que ça serait problématique. Donc, à ce niveau-là, moi, mon opinion par rapport aux édulcorants, c'est que ils sont parfaitement normales. C'est pas un problème. Ça rajoute un goût sucré sans avoir d'effet, sans rajouter de calories dans ton alimentation. Donc, si tu essaies de limiter la quantité de calories que tu consommes parce que tu essaies de perdre du poids ou parce que, comme moi, tu as plus d'appétit, ben, ça peut aider à ce niveau-là. Mm. Tu sais, mettons, là, j'ai pris, pendant qu'on faisait le podcast, un Coke zéro sucre, là, je l'aime bien, cette sorte-là. Puis tu sais, si j'avais, mettons, à la place, j'avais le goût de quelque chose de sucré, puis que j'avais mangé un aliment sucré, ben, j'aurais rajouté des calories. Ou si à la place, j'aurais pris un verre de jus, ou j'avais pris un verre de Coke normal, ben, j'aurais rajouté du sucre, donc plus de calories à mon alimentation. Fait que là, le fait de prendre un Coke zéro, ben, ça fait que après ça, quand je vais arriver à mon souper ou à ma collation plus tard, ben, je vais avoir plus de calories disponibles pour manger quelque chose de substantiel, un vrai aliment qui va m'amener des fibres, des nutriments, des protéines, etc. Puis que ça va m'amener une meilleure satiété, ce qui va limiter mon apport calorique à la fin de la journée. Mm. Dans le fond, ça devient un outil qui est très intéressant, les C'est édulcorants, ça. pour le maintien du poids ou la perte de poids, là. Donc, quand on essaie d'avoir une balance énergétique qui a de l'allure, là, tu sais, pour justement, on a vu que la balance énergétique, c'est un point extrêmement important pour la santé générale. Tu sais, si on est en état d'obésité, ça sera vraiment pas bon. Donc, ça, à ce moment-là, les édulcorants nous permettent de réduire nos calories, comme Mathieu l'a mentionné, puis après ça, d'aller consommer des aliments qui vont avoir plus denses en micronutriments, en protéines, en fibres. Mais là, à ce moment-là, ça peut nous donner une alimentation qui est balancée malgré tout, là. L'objectif, c'est quand même d'avoir une assiette équilibrée. Mais après ça, si notre dessert, il y a des édulcorants dedans, ben, c'est pas un aspect négatif selon nous. C'est ça. Puis tu sais, si mettons, si j'essaie de suivre mon plan alimentaire, puis que, tu sais, après mon souper, c'est comme mon dernier repas de la journée, puis là, j'ai comme un goût de prendre quelque chose de sucré, mais tu sais, j'ai consommé mes calories que je suis supposé pour la journée. Ben, des fois, de prendre un Coke zéro sucre, ben, ça peut venir tu sais, notre petite dent sucrée, ça peut venir l'éliminer. Puis là, après ça, on est satisfait. En plus, souvent, les boissons gazeuses avec des édulcorants, ben, étant donné qu'il y a comme les bulles dedans, ça vient aussi donner un certain effet de satiété de plus, parce que ça nous remplit un peu l'estomac. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Moi, je vois pas de downside, là, de problème vraiment à la consommation d'édulcorants, mais dans les nutritionnistes, je dirais que je suis pas mal la minorité. Ouais, c'est ça. Ça, c'est... Mais j'ai sorti un article d'une nutritionniste qui expliquait des raisons pourquoi elle était contre les édulcorants puis les boissons avec édulcorants. On a checké ça tantôt avec William, puis les deux, on était d'accord que c'était un peu de la Bidon. bullshit. Qu'est-ce que Mm. t'en penses?
Oh, ouais, ben là, faudrait que tu ressortes les arguments, là, mais on Ouais, peut je peux le les ressortir déboulonner. live. On peut les déboulonner un après l'autre, là. C'est ça. Fait que, dans le fond, le premier argument, c'est que l'obésité continue d'augmenter, même si les édulcorants puis les boissons diète, par exemple, ils sont sur le marché depuis plusieurs années. Je pense que le Coke Diet, c'est arrivé dans les années 80. Donc, son premier argument, c'est que même si il y a des produits avec des édulcorants qui existent, ben malgré tout, l'obésité continue d'augmenter. C'est correlation doesn't mean causation, là. Déjà là, ça n'a pas rapport, là. Ben, tu sais, premièrement, ça veut pas dire que ils sont là que les gens les prennent au lieu des autres. Mm. Tu sais, c'est pas parce que la boisson diète est là que plus personne prend de coke normale puis prennent seulement du coke diète. Quand je vais à l'épicerie puis que je vois les étagères de coke, il y a autant de coke, sinon plus de coke sucré que de coke diète sur les étagères. Donc clairement, les gens consomment encore le coke normal. Donc déjà là, pas nécessairement, ça fonctionne pas nécessairement. Deuxièmement aussi, tu sais, la boisson avec l'édulcorant, ça peut être un outil, comme tu l'as dit, William, pour aider à notre perte de poids, par exemple, ou au maintien de notre poids. Mais c'est, tu sais, sans avoir tout le reste de l'alimentation qui est équilibré puis qui a de l'allure à côté, ça va pas nécessairement tout changer, tu sais. Mm. Peut-être que si moi je passe de consommer 3 Coke sucrées par jour à 3 Coke diète à la place, peut-être que dans les semaines qui vont suivre, tu sais, ça enlève quand même plusieurs calories à mon alimentation sans changer autre chose. C'est vrai que je vais peut-être perdre un petit peu de poids, mais ça va pas me faire perdre énormément de poids puis changer ma vie au complet. Fait que tu sais, c'est toutes les autres habitudes alimentaires qu'on dit qui sont importantes, tout notre pattern alimentaire, il reste super important. C'est juste un petit outil de plus qui peut aider. Mais cet argument-là, je le vois pas comment c'est vraiment pertinent. Je sais pas si tu avais autre chose à rajouter par rapport à ça, William. Non. Non, c'est ça. Puis aussi, là, je sais pas, l'article, ça fait peut-être plusieurs années qu'il a été écrit, là, mais a dit que les édulcorants ne sont pas reliés à un contrôle du poids et aident très peu ou pas à la perte de poids. Puis c'est vrai que ça va pas changer tout, mais on a des études récentes qui nous montrent que, par exemple, quelqu'un qui passe de prendre du coke sucré, puis on le met à la place soit boire de l'eau ou soit boire du coke diète, par exemple, ben la personne qui prend du coke diète perd plus de poids que celle qui a changé pour de l'eau. Puis il y a plusieurs hypothèses de pourquoi, mais tu sais, on l'a dit tantôt, tu sais, le fait qu'il y ait des bulles, ça peut aider à la satiété, puis également, ça vient comme combler un certain besoin, une certaine habitude de prendre quelque chose de sucré. Mm. Tu sais, si on est habitué d'avoir un petit dessert sucré, puis que là, on arrête de le prendre de dessert, mais qu'on a encore ce goût-là de sucre, ben, des fois, de juste prendre, tu sais, quelque chose qui contient de l'édulcorant, mais ça vient satisfaire ça, mais en même temps, on suit quand même notre plan comme d'habitude. Fait que, puis tu sais, aussi, la personne qui consommait son coke à tous les jours, sucré, ben tu sais, si elle prend de l'eau à la place, c'est bien, mais là, c'est ça, comme je dis, le petit craving de sucre il va peut-être apparaître, puis il va, tu sais, être satisfait à travers d'autres aliments qui contiennent du sucre. Dans le fond, c'est ça. Fait que quand on compare quelqu'un qui prenait du coke sucré, qui va vers de l'eau ou vers du coke diète, la personne qui prend coke diète perd un petit peu plus de poids versus la personne qui prend de l'eau. Parce que ça avait comblé son goût sucré qu'il avait, puis l'eau, ça ne permet pas, donc elle va aller consommer d'autres aliments qui ont le goût sucré, puis également l'effet des bulles, du gaz, qui peut amener plus de satiété. On parle pas d'un impact immense, là, quand on compare l'eau versus la boisson diète, mais il y a un petit effet qui est là. C'est ça, exactement. Puis je pense que c'est une question de contexte, là. Si on parle dans ce cas-ci de perte de poids ou juste de façon générale d'amélioration des habitudes alimentaires, il faut prendre le contexte de où la personne débute. Donc, si c'est une personne qui débute, qui mange des desserts sucrés qui vont contenir évidemment beaucoup de calories, qui va boire du coke avec du sucre dedans. Donc là, tu sais, de dire à cette personne-là, OK, là, il faut suivre un plan alimentaire, il ne faut plus manger de desserts sucrés, il faut juste boire de l'eau. Ça va être extrêmement difficile. Donc, cette personne-là va certainement avoir le goût de manger un dessert sucré. Donc, à ce moment-là, va augmenter ses apports caloriques. Mais si on lui dit, OK, là, on fait un deal avec toi, tu sais, tu vas plus de dessert,
mais on va juste prendre un Coke Diet pour satisfaire ce goût-là sucré. Ça va être plus facile à soutenir cet effort-là que de juste prendre de l'eau puis pas avoir de dessert sucré. Là, ça va être extrêmement difficile de soutenir ça dans le temps. Donc, le Coke Diet, l'argument de dire, ben là, on entretient un goût sucré, non, là, on va boire le Coke sucré, puis après ça, ben, on n'aura plus le goût de sucré parce que ça va être fait, ça va être passé, là, tu sais. En tout cas, c'est notre opinion, du moins. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme tu l'as dit, une chose à la fois, tu sais, il faut prendre les personnes où est-ce qu'elles sont, puis, tu sais, passer à l'eau seulement, genre, puis plus prendre aucun autre breuvage sucré, c'est comme pas très réaliste pour plusieurs personnes. Puis, c'est ça, tu sais, si on est pour réduire, par exemple, la quantité de dessert qu'on prend, tu sais, c'est d'améliorer la composition de, tu sais, d'aller chercher quelque chose qui a quand même un goût vraiment similaire à l'original, tu sais, qui nous amène le goût sucré, c'est sûr, ça va aider. Mm. La prochaine argument dans l'article qu'on a vu, que je vois ici, là, c'est les sucres artificiels peuvent nous empêcher d'aimer les aliments naturels. Ça, je trouve ça très curieux comme argument. Puis dans le fond, elle explique en disant, un peu comme on vous l'a expliqué, que les édulcorants sont 200 fois plus sucrés, 600 fois plus sucrés que le sucre normal. Sauf que ce que la personne a comme oublié de comprendre ou de mentionner, c'est que on en met aussi moins. Tu sais, comme on l'a dit tantôt, dans mon coke, je vais avoir de l'aspartame qui a un goût vraiment plus sucré que le sucre, mais on en met quelques milligrammes à l'intérieur. Donc, au final, le goût sucré est très similaire au goût sucré d'un Coke qui contient 40 grammes de sucre. Donc, à ce niveau-là, je suis pas sûr de comprendre pourquoi ça serait un problème. Puis là, elle dit que si on mange des aliments naturellement sucrés comme les fruits, là, on est plus capable de manger les fruits parce que ça goûte pas pareil. Je suis pas sûr de comprendre vraiment. C'est comme si tu me disais de plus manger de gâteaux sucrés parce que sinon je vais pas manger de fruits. Je suis pas sûr de comprendre l'argument qu'elle veut dire. Tu sais, on parle de. Je sais même pas comment le dire ici parce que ça fait aucun sens dans ma tête, là. Mm. Je sais pas Non, qu'est-ce que c'est t'en ça. penses, William, Ben, là. non, c'est exactement ça. Là, c'est. Attends, dis-le. C'est quoi déjà l'argument? Je me rappelle même plus. C'est juste que si tu me rends des sucres artificiels, tu devras plus manger Ah des trucs oui, non, non, sucrés c'est ça. naturellement. Non, les fruits continuent à goûter des fruits, là. Même depuis que. C'est anecdotique, vous allez dire, là, c'est un de un là, n est égal à un. Mais depuis que je bois du Coke Diet, les fruits continuent à goûter des fruits, là. Les pommes ont le même goût, les raisins ont le même goût, les canneberges, tout goûte la même affaire encore. Même ce midi, là, j'avais des raisins, une pomme, puis j'ai bu mon Pepsi Diet, puis ça a super bien été. Tout goûtait bon. Fait que, en tout cas, c'est bon. Moi, je trouve ça drôle parce que les fruits, je trouve, puis ça dépend du fruit, mais je trouve que les fruits, en général, c'est excessivement sucré au goût, genre des Mm. fois. Tu Oui. sais, comme t'as dit, les raisins, là, tu manges ça, c'est comme des bonbons juteux, là. C'est fou des fois. Puis tu sais, tantôt, je mangeais du melon d'eau, là. Écoute, c'est tellement bon, là. Genre, tu sais, j'en reviens même pas que ça pousse esti dans la terre, puis que tu peux manger ça, puis c'était si bon que ça, là. C'est comme. Pour vrai, j'imagine un homme du paléolithique qui tombe sur un melon d'eau, genre, dans la nature, là. Il devait pas être pareil que ceux qu'on a aujourd'hui, mais tu sais, Mm. ça devait être tellement incroyable de tomber là-dessus puis de manger quelque chose de similaire. Tu sais, je vois pas comment le fait que je prends du Coke zéro sucre ou même du Coke normal, comment ça va faire que je vais moins aimer le fruit. C'est pas une expérience que j'ai personnellement rencontrée comme toi, William. Je pense pas que c'est une expérience que beaucoup de gens voient. Je trouve que c'est juste une façon facile d'essayer de trouver un argument pour diaboliser quelque chose qui peut être un outil bénéfique. Mais encore une fois, je trouve que ça manque de nuances, puis que c'est juste essayer de trouver un bouc émissaire, encore une fois, essayer de trouver une raison, au lieu de juste Mm. regarder les faits, puis les vraies études scientifiques qu'on a là-dessus, puis juste se rendre compte, ah ben, tu sais, c'est pas la révolution incroyable, là, tout le monde, sortez votre portefeuille, puis achetez-vous tu sais, des canettes de coke pour le reste de votre vie parce que c'est le paradis, puis vous allez perdre tout le poids que vous voulez. C'est pas ça, là. C'est juste une petite affaire que ça peut aider peut-être, genre. C'est pas miraculeux, ça va pas changer votre vie, mais tu sais, les gens qui essaient de perdre du poids ou maintenir leur poids quand ils ont beaucoup d'appétit,
puis ont des cravings de sucre, ben, tu sais, pourquoi on leur enlèverait cet outil-là qui peut juste être bénéfique? Puis tu sais, il y en a aussi qui disent, ah, si tu prends ça, tu vas avoir plus le goût de sucre, tu vas avoir le goût de manger plus de sucre. Mais tu sais, tu prends un, moi personnellement, ça m'a totalement satisfait, j'ai pas le goût d'autres sucres parce que c'était amplement. Mais si j'avais encore le goût sucré, devinez quoi? J'en ai d'autres dans mon frigidaire, je vais en ouvre une autre canne, puis Mm. comme on l'a vu, la quantité qu'il faut consommer pour que ce soit un problème est vraiment, 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 vraiment élevée, que sinon on devrait même pas le considérer selon moi. Très bien dit. Très bien dit. Fait qu'on close tout ça, cet épisode-là, sur les glucides. Ben oui. Yep. Dans le fond, les glucides, on en a dans plusieurs aliments, tous les aliments qui proviennent des végétaux. Euh, c'est souvent des aliments qui sont très bons pour la santé. Hein, quand on parle de fruits et légumes, quand on parle de grains entiers, quand on parle de légumineuses. Tu sais, c'est pas des aliments qu'on veut éliminer de notre alimentation comme plusieurs personnes en ligne peuvent vous faire croire. Euh, on a parlé aussi longtemps des sucres. Tu sais, est-ce que le sucre c'est bon, pas bon? La réponse c'est que ça peut être négatif si la consommation de sucre fait que on mange trop de calories puis qu'on à la longue ça nous cause des problèmes de surpoids. Donc à ce niveau-là, ça peut être mauvais, mais en général, si nos calories sont contrôlées, le sucre n'a pas d'effet négatif sur la santé. Les sucres naturels versus les sucres plus raffinés, est-ce qu'il y a une différence? C'est la même molécule, ça contient le même nombre de calories. C'est juste que les sucres naturels, souvent, ben, par exemple dans le fruit, si on mange un fruit, le fruit contient d'autres éléments qui sont bénéfiques pour la santé. Mm. Donc, c'est de là que ça vient. Mais si le sucre naturel est isolé, par exemple, dans un jus de pomme, ben là, on perd beaucoup de qu'est-ce qui était bon. Puis quand on compare, par exemple, le sirop d'érable versus la cassonade ou le sucre blanc, ben le sirop d'érable, peut-être qu'il y a des petits éléments bénéfiques, mais c'est tellement minime que c'est vraiment pas une considération importante. Moi, personnellement, je prends du sirop d'érable dans la vie parce que je trouve que ça goûte meilleur. Je prends pas ça parce que c'est plus santé. Ça. Fait que ça, c'était ça au niveau des sucres. On a vu les glucides complexes, dont les amidons. Hein, rappelez-vous de mon analogie avec les blocs Lego. Un ou deux blocs Lego, ça va être des sucres. Quand on parle de 10 blocs Lego collés ensemble ou plus, ça va être de l'amidon. Fait que c'est des glucides plus complexes qui prennent un petit peu plus de temps à être digérés, donc ils vont nous donner de l'énergie et une satiété un petit peu plus prolongée. Ensuite, on a les fibres, qui sont comme les amidons, mais il y a certaines briques Lego qu'on n'est pas capable de défaire, qui sont pas capables d'être digérées par le corps. Donc, ça vient amener des effets différents sur notre corps. Plusieurs effets très bons pour la santé, quand on parle au niveau du microbiote, quand on parle au niveau de la santé digestive, quand on parle au niveau de la satiété que ça vient apporter à notre repas, notre aliment qu'on vient de manger. Fait que on a moins faim, moins rapidement dans le temps ensuite. Puis ça vient prévenir les maladies, plusieurs maladies chroniques là, dans le futur, là, quand on voit les gens qui consomment plus de fibres, consomment plus de fruits et légumes, plus de grains entiers, plus de légumineuses, etc. Enfin, on a vu un peu les sucres alcools, les édulcorants, euh, qui sont totalement saufs. T'sais, on peut en consommer, c'est pas un problème. Moi, je pense pas qu'il faut les éviter à tout prix, comme certaines personnes diraient. Faut juste faire attention au niveau des sucres alcool. Ça peut être difficile à digérer pour certains, donc testez voir si ça cause des problèmes de digestion pour vous. Sinon, ça peut être possible de développer une tolérance. Ça serait à essayer. Puis au niveau des édulcorants, nous on est d'avis que c'est pas problématique, puis que ça peut être un outil parmi d'autres qui peuvent aider à poursuivre votre plan alimentaire, à poursuivre vos objectifs au niveau de votre composition corporelle, là, quel qu'il soit. Fait que Mm. c'est pas mal ça pour les glucides. Dans le fond, j'espère que vous avez apprécié notre petit cours 101 sur les glucides, qui sont le produit des macronutriments qu'on a parlé sur le podcast. Mm. William, t'avais-tu autre chose à dire pour terminer le podcast? Ben, allez nous suivre sur Spotify, sur YouTube. Donnez-nous 5 étoiles. Là, j'ai vu qu'on avait des reviews sur Spotify. T'en as parlé dans le dernier podcast. Puis là, je suis allé voir. Puis là, on a 5 étoiles à date. Continuez de donner 5 étoiles.
Si vous n'aimez pas les édulcorants, ben, mettez-nous un commentaire, puis dites-nous pourquoi vous n'aimez pas les édulcorants. Honnêtement, on cherche encore une bonne raison pour ne pas approuver les édulcorants. Fait que si vous en avez une, dites-nous-la en commentaire sur YouTube, sur Spotify. Sur YouTube, vous pouvez nous donner un j'aime. Vous pouvez également vous abonner. Puis sinon, ben, dans le prochain épisode, on va parler des lipides plus en détail. Donc, ça va être un épisode super intéressant aussi sur un autre des macronutriments qui contient 9 calories par gramme. Alright, William, à plus. Yep, mindset croissance. Ciao.